3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous ce soir en plateau, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Nuno Teixeira de nous accompagner également. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Vous êtes membre du comité d'investissement Cross Asset de Natixis IM International et Hervé Gouletker avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. La dimension géopolitique donc a fait son grand retour sur le devant de la scène. Non pas que cette dimension était reléguée très loin derrière nous. Elle est toujours présente dans les marchés. Elle a fait son grand retour depuis quelques jours avec les attaques du Hamas contre Israël. Hervé, quand on cherche à déjà comprendre la manière dont les marchés réagissent à ce phénomène de choc, de crise, de tension exacerbée géopolitique. Quand on réfléchit aux conséquences possibles pour la sphère économique, pour la sphère de l'investissement qui nous occupe ici, quelles sont à ce stade les réflexions qui vous animent, Hervé ? Je crois que ce qui est important, c'est que le conflit reste concentré sur des acteurs qui, au niveau économique et financier, ne sont pas majeurs. Donc voilà, tant que ça reste entre Israël et Palestine, aussi horrible que ça puisse être, et quelles que soient les questions politiques que cela pose, vu du côté de l'économie, vu du côté des marchés, la question c'est est-ce que ça reste là ou est-ce que ça se répand ? Et on voit bien que les deux vecteurs d'expansion, eh bien, c'est l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui compte. C'est le Golfe arabo-persique, c'est ses connexions avec une partie du Moyen-Orient, avec la Chine, avec la Russie. Et puis, c'est cette marchandise qu'est le pétrole. Donc, c'est ce qu'on va regarder, sachant que derrière la marchandise pétrole, il y a le service du transport par voie de mer. Il ne faudrait pas non plus que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Donc, en fait, on va faire attention à cela et on va être attentif à ce que, en fait, dans le camp des grands émergents, en fait, il y a une unité. Et ce qui est problématique en la matière, je ne pense pas qu'il faille être pessimiste, c'est que si on voit la réaction des pays avancés, elle a été unanime pour condamner le geste du Hamas. Par contre, chez les émergents, si on concentre ça aux BRIC+, donc voilà, l'élargissement des BRIC annoncé il y a quelques semaines, on voit que ça a tiré un peu à U et à Dia. Donc il faut remettre de l'ordre là-dedans pour s'assurer qu'il n'y ait pas une contamination de la crise. Moi, j'aurais envie de dire que l'Iran est suffisamment dépendante de la Chine pour que les choses se passent correctement et donc que le drame qui se joue aujourd'hui n'ait pas des implications économiques et financières fortes. Voilà, c'est le pari que je fais. À mon avis, l'analyse est là. Après, l'idée étant de dire qu'une superpuissance comme la Chine, voire la Russie, qui ont du grip sur un État comme l'Iran aujourd'hui, ces superpuissances sont en capacité de calmer la situation, en tout cas de la laisser circonscrite au périmètre actuel. C'est le pari que je ferais, sachant que la Russie est sans doute un acteur important dans ce qui est en train de se passer, parce que la Russie a l'oreille du Hamas et a l'oreille d'Israël. Donc en fait, la Russie est capable de jouer une carte dans le sens de l'apaisement. Après, quel sera le prix à payer pour que la Russie joue cette carte de l'apaisement, ça se verra sur un autre terrain. Oui, ça résonne aussi ce qu'on a vu Azerbaïdjan au Karabakh il y a à peine 2 semaines maintenant. Exactement. Et là encore, c'est la Russie qui est au cœur, c'est la Russie qui est capable d'agir. Donc, dans cette histoire-là, par hasard, ou en ayant joué un certain nombre de cartes, j'en ai aucune idée, mais la Russie, la diplomatie russe joue bien. Bon, c'est toujours une dimension qui nous échappe un peu, la dimension géopolitique. J'ai quand même le sentiment que dans le monde complexe dans lequel on vit et dans lequel on vivra pendant sans doute plusieurs années, il faut quand même que les investisseurs aient une vision un peu de ces mouvements géopolitiques, de ces intérêts, conflits, etc. Entre superpuissances ou entre blocs. Le monde se clubifie, Vincent. Bon, sur la situation actuelle, partant de la crise géopolitique au Moyen-Orient, quels sont les constats et les réflexions, là aussi, qui vous animent ?
Oui, je suis d'accord sur l'idée d'une polarisation du monde, bipolarisation. Je crois que les Américains ont vertement pensé les Chinois pour ne pas avoir fermement condamné ces attaques terroristes. Les Chinois, plus généralement, appellent à une résolution du problème israélo-palestinien. Il apparaît assez clairement que l'Iran a participé aux préparations de cette attaque terroriste. Je ne suis pas sûr que ce serait produit si les États-Unis n'étaient pas aussi engagés déjà financièrement, en tout cas, sur le front ukrainien, engagés également avec des tensions sur la Chine. Et donc, probablement, on teste la volonté des Américains d'intervenir, et cette volonté, probablement, est relativement faible. Donc on voit effectivement... 18 mois de guerre en Ukraine, quand on est non aligné ou ennemi des États-Unis, vous dites, il y a une fenêtre d'opportunité pour agir et pousser encore un peu plus loin la déstabilisation. Ça me semble possible. À un moment où on voit qu'aux États-Unis, des tensions apparaissent sur le financement de l'Ukraine, puisque la loi de finances de court terme ne couvre pas le sujet. Ne couvre pas le financement ukrainien. Et qu'en l'occurrence, on doit nommer un nouveau représentant républicain à la Chambre. Et que ce représentant probablement va être plus dur. Et donc on peut s'inquiéter sur les négociations budgétaires et sur la question ukrainienne. Cela devant être réglé avant la mi-novembre si on veut éviter un shutdown. Donc on est à un point un petit peu sensible aux États-Unis. Alors au-delà de l'aspect tragique de ces attaques, pour le marché, effectivement, c'est de l'incertitude politique et donc, a priori, ça a tendance à faire monter les primes de risque, même si aujourd'hui, on voit un beau rebond du marché action, notamment parce que les membres de la Fed deviennent un peu plus durs, un peu moins durs, pardon. L'autre point important, c'est l'énergie. Le prix de l'énergie, on voit que le prix du baril a pas mal remonté depuis les attaques. Alors, il avait beaucoup baissé aussi de 10% la semaine précédente, la semaine dernière. C'est vrai. Ça. Mais si on regarde sur 3 mois, il a beaucoup monté. Voilà. Et ces attaques ont plutôt tendance à renforcer le mouvement à la hausse. Je m'inquiète personnellement sur la situation géopolitique et l'impact sur le marché de l'énergie d'ici les élections en Europe, l'élection européenne de juin 2024, puis les élections américaines de novembre 2024. Il me semble que les producteurs de pétrole ont peut-être intérêt, et notamment on parle de la Russie et de l'Arabie Saoudite, qui sont donc deux des plus grands producteurs de pétrole au monde, avec les États-Unis, ils ont peut-être intérêt à restreindre l'offre davantage pour maintenir les prix sur des niveaux élevés, voire plus élevés, pour qu'on ait de l'inflation dans les pays développés, sachant que l'inflation est le problème majeur à la fois pour Biden, mais également la majorité au Parlement européen. On sait que ces administrations ont eu des politiques très actives sur la transition énergétique, qui évidemment n'est pas favorable aux producteurs d'énergie fossile. Et donc peut-être qu'ils ont intérêt à créer cette disruption, et ça pourrait impliquer des prix de l'énergie élevés, une inflation assez élevée, ce qui ne va pas faciliter le rôle des banques centrales. Et je crains que ces tensions de nouveau au Moyen-Orient ne puissent que favoriser ces pressions à la hausse sur le prix de l'énergie. On voit également, pour d'autres raisons, que le prix du gaz naturel est en train de remonter de façon très sensible en Europe. C'est également un élément à suivre qui peut également peser sur l'inflation. Et bien entendu sur la confiance des ménages. Et pourquoi le prix du gaz naturel remonte en Europe? Les stocks sont pleins et il fait une température estivale. Effectivement, il y a eu de nouveau un incident sur un pipeline entre la Finlande et l'Estonie. Ah oui, c'est ça. Et puis de façon générale, je pense que cette situation géopolitique peut inquiéter sur l'approvisionnement. Des marchés très sensibles. Il n'y a pas besoin que les fondamentaux bougent forcément pour que les prix de marché sur ces matières premières critiques clés bougent. Les stocks sont très importants, mais ils représentent quand même qu'une partie modeste de la consommation. Donc le marché reste sensible à cette question de l'offre et les tensions géopolitiques potentielles.
Nuno, même question, hein, vos commentaires par rapport à ce qui a été dit. Et encore une fois, cette dimension géopolitique qui revient régulièrement dans l'actualité, là, dans le cas d'Israël et du Hamas. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'impact direct sur l'approvisionnement et la production de pétrole. Pour autant, on peut se demander quand même, finalement, à qui profite le crime, si on peut dire. Et il n'est pas évident que les Russes soient directement liés à ce qui s'est passé. Les Iraniens, beaucoup plus. Et ils ont tous quand même un intérêt objectif, d'abord à maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé, voire à les renforcer. Les Russes pour financer leur guerre en Ukraine, les Iraniens également pour d'autres raisons. Et c'est vrai qu'il y a quand même des risques que ça dérape. Il y a des risques que ça dérape parce que les Russes, finalement, ils ont intérêt à détourner l'attention du conflit en Ukraine. Et des politiques aux États-Unis qui peuvent se demander si finalement c'est pas plutôt du côté du Proche ou du Moyen-Orient qu'il faut porter les efforts. Ils sont alliés objectifs des Iraniens. Il y a quand même un risque que les choses puissent déraper alors qu'on était déjà dans un climat de tension. Il ne faut pas oublier aussi que ça s'est déclenché au moment où l'Arabie saoudite était en train de négocier avec les États-Unis les fameux accords d'Abraham qui pouvaient laisser espérer un retour à une production un peu plus importante en échange d'une protection militaire des États-Unis et de livraison d'armes. Ça risque de capoter. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de sources de problèmes, d'autant plus que les États-Unis, même si c'est un enjeu important pour eux, ça l'est moins qu'au moment de la guerre du Kippour. Ils sont maintenant indépendants au niveau énergétique. C'est plutôt les Européens qui risquent de faire les frais. Voilà. On ne sait pas s'il y aura suffisamment de retenue du côté d'Israël pour pas qu'il y ait de bombardement de sites stratégiques en Iran. Et à ce moment-là, tout est possible. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir ça en tête, même si pour l'instant, on ne peut pas le savoir, malheureusement. Et visiblement, depuis quelques semaines ou une paire de mois, l'Iran arrivait à écouler pas mal de son pétrole sur les marchés. C'est ce que j'ai cru comprendre de la part de spécialistes. Tout à fait. Je rappelle que le pays est sous sanction. L'accord avec l'Arabie saoudite, et venir beaucoup de méfiance. Mais bien sûr, bien sûr. Sur le gaz, il y a aussi une production qui a été arrêtée en Israël. On a demandé à Chevron, c'est ça. Qui exportait du gaz, effectivement. Et puis j'ai cru revoir qu'on était reparti pour un tour de grève en Australie, hein, c'est ça, sur des sites potentiellement de gaz naturel liquéfié également. Tout à fait. Donc, et puis on est dans un contexte de demande mondiale qui continue à monter. Toujours un marché tendu. L'histoire des taux, là, telle que vous la décriviez, Vincent, il y a un lien direct à faire entre la remontée du risque géopolitique et peut-être du risque de crise majeure et pourquoi pas de choc pétrolier, avec les discours des banquiers centraux américains qu'on a depuis 24-48 heures. Alors c'est Bostic aujourd'hui, Fed d'Atlanta, qui dit non, c'est bon, on est au niveau, plus besoin d'en faire trop. Et on a vu quand même, hein, c'est le mouvement, je pense, des 2 derniers jours, c'est la détente obligataire assez nette sur cette partie longue de la courbe qui cristallisait toute la tension depuis quelques semaines. Oui. Alors, on a des mouvements de taux vraiment impressionnants, je dois dire, sur ces dernières semaines, avec des tensions sur les taux longs qui se sont poursuivis, même si là, c'est en train de revenir un petit peu, et surtout sur les taux longs réels. Et donc, je rappelle que les taux 10 ans réels américains sont montés à près de 2,5%. Il y a 2 ans, on était à moins 1%. Donc ils ont pris 350 points de base en 2 ans. C'est absolument considérable. Et on a du mal à penser que ça ne va pas créer des tensions dans le système économique ou financier dans les mois qui viennent. Et je pense que la Fed s'en émeut, en effet. Cette hausse des taux longs réels, cette hausse des primes de terme contribue à un resserrement des conditions financières qui peut créer de la tension, encore une fois, sur l'économie et sur le système financier. Sur le système financier, on pense à 2 choses. On pense au refinancement de la dette, puisque les taux sont maintenant beaucoup plus élevés. Alors tout ça se produit avec certains délais, mais il n'empêche qu'on a un mur de refinancement 2024-2025, notamment sur les entreprises à yield. Ça pourrait poser problème. Ensuite, le deuxième point, ce sont les pertes non réalisées dans les portefeuilles. On a des pertes obligataires, notamment
qui se sont accentuées. Ouais. Depuis 2-3 mois, on a de nouveau, comme en 2022, des marchés obligataires et des marchés actions qui évoluent de concert. de concert, et donc à la baisse en l'occurrence. Donc ça accentue les pertes non réalisées. Et on sait que tant qu'on n'a pas besoin de réaliser ces pertes, on peut naviguer. Mais le risque, c'est que des épargnants viennent retirer leur argent, et à ce moment-là, on a des ventes forcées, et là, ça devient beaucoup plus problématique. Donc, on a des conditions financières qui se dégradent, qui vont probablement se dégrader davantage, et de fait, les banques centrales, probablement, en ont terminé avec le mouvement de hausse des taux. Je regardais historiquement, la bulle .com éclate avec des taux réels proches de 4%, je crois, aux États-Unis. Les subprimes, c'est autour de 3%. SVB, on devait être à 1,5% peut-être de taux réel américain. On n'était pas encore à 2,5% comme on l'est depuis quelques jours maintenant. Ce sont de bonnes références. Ouais. Les références que j'ai en tête surtout, c'est que on n'a pas eu des taux réels 10 ans américains aussi élevés depuis la grande crise financière. Voilà. Et on n'a pas eu des taux réels européens aussi élevés. Sur le 10 ans France, par exemple, on est autour de 1%. On n'a pas eu de taux réels européens aussi élevés depuis la crise souveraine de la zone euro. Donc alors je ne dis pas que mécaniquement ces niveaux de taux réels vont générer une crise, mais pour le moins, je pense qu'on peut s'attendre à des tensions dans le système. Comment vous regardez la rallye obligataire? Alors c'est la réaction de marché depuis 2 jours. Encore une fois, le marché obligataire américain était fermé hier. On avait déjà un peu les prémices sur le marché européen, mais là le gros du mouvement se fait aujourd'hui avec la réouverture du marché obligataire américain. Il fallait parce que avant le conflit, on avait l'impression que le ciel était la limite sur les taux longs américains. Là, il y a un catalyseur qui rappelle quand même qu'il y a des limites raisonnables et qu'on retrouve un peu d'ailleurs de protection aussi avec ces actifs à duration longue que sont les obligations du Trésor américaine. Oui, alors il y a eu une intervention d'un membre de la Fed qui a souligné le fait que la hausse des taux longs peut-être remplaçait finalement une dernière hausse des taux directeurs. Donc effectivement, il y a un effet restrictif à ce niveau-là qui pèse beaucoup, notamment sur l'immobilier, puisqu'il y a le marché de l'immobilier ancien est complètement figé, puisque les propriétaires n'ont pas intérêt finalement à vendre pour renégocier des prêts à des niveaux beaucoup plus importants, ce qui d'ailleurs crée de l'inflation, puisque les loyers du coup sont catapultés à la hausse, parce qu'il n'y a pas d'offres, il y a très peu. Il n'y a pas assez de vendeurs forcés en fait. Les prix augmentent depuis 39 mois sur l'immobilier, donc c'est une situation qui est quand même un peu fragile. Et ce que je remarque aussi, c'est que en Europe, on commence à avoir la Banque centrale européenne qui commence à demander aux banques de finalement justifier du niveau de valorisation de leur collatéral sur les prêts immobiliers d'entreprise. Donc, et c'est la même chose d'ailleurs, je crois, pour l'AMF du côté des SCPI où il y a une vigilance assez grande sur les niveaux de valorisation. Donc je pense qu'on n'est pas au bout effectivement des décotes. Pour ce qui est du marché obligataire américain, il y avait une situation à la fois liée à la croissance, au déficit budgétaire, qui est quand même à la fois un élément favorable pour la croissance, mais qui, pèse en termes d'offres. Et puis, il y avait aussi un problème de demande à court terme, puisqu'on avait de moins en moins d'acheteurs, on va dire, insensibles au prix, les banques centrales, les fonds de pension, les fonds souverains, etc., qui commençait un peu à se retirer, l'Arabie Saoudite, la Chine, etc. Et finalement, le marché était beaucoup plus soumis aux asset managers, aux hedge funds, qui sont beaucoup plus sensibles à l'effet prix. Là, on retrouve un peu d'appétit, peut-être sous forme d'aversion au risque. C'est l'effet protection là qui attire. Mais je remarque qu'en Europe, les taux n'ont pas beaucoup baissé depuis les événements du dernier week-end. Si on regarde le sujet sous l'angle des déficits, c'est pour avoir une confirmation, mais on parle de 2 postes budgétaires qui sont assis sur des méga-tendances, les dépenses liées à la transition énergétique et les dépenses militaires. Là encore, Hervé, il n'y a pas de doute sur l'idée que, quoi qu'il arrive, il y a un impératif de pouvoir financer ces 2 budgets dans de larges mesures.
Oui, on peut même en ajouter un troisième lié au vieillissement de la population qui va coûter, selon les pays, entre 3 et 5 points de PIB en plus. Donc, si vous Et la dites... charge de la dette. Oui, qui va redevenir un poste budgétaire de premier ordre. Hein. Oui. Si on essaie de boucler tout ça, vous dites 2 ou 3 points pour la transition énergétique, allez, 3 points pour le vieillissement, 1 point pour la défense et peut-être 1 point ou 2 pour la charge de la dette. Ça dépendra du niveau de taux. On arrive à une équation qu'on n'arrive pas à résoudre, singulièrement dans les pays qui ont un niveau de prélèvement extrêmement élevé. Donc, aux États-Unis, bon, la question, c'est il faudra bien qu'ils passent par une augmentation d'impôts. Alors, est-ce que culturellement, ils sont prêts? Pas encore, mais ça viendra. En Allemagne, ils ont un peu de marge de manœuvre, donc oui. Ça viendra aussi. Est-ce que culturellement, ils sont prêts? Oui, mais enfin, je pense que la contrainte s'impose. Ouais. Dans un pays comme la France, l'équation est très difficile à résoudre. D'ailleurs, quand vous voyez la loi de programme de finances publiques à l'horizon 2027, en fait, si vous regardez le solde structurel primaire, donc vous enlevez l'effet du cycle, vous enlevez la charge de la dette, qui est sans doute le meilleur estimateur qu'on peut avoir sur le volontarisme des finances publiques, en fait, peu ou prou, ce déficit, il ne bouge pas. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement, il sait qu'il faut qu'il dépense plus et il sait qu'il faut qu'il réduise sa charge de la dette. C'est l'âne de Buridan. Il y a l'eau, il y a l'avoine. Et en fait, faire le choix est très compliqué. Donc en fait, oui, il y a un vrai problème. Quand on a vu ce qui s'était passé très récemment sur l'Italie avec une révision des prévisions de croissance et une révision encore plus forte des déficits pour 2024, bon, le marché a tiqué un peu. Tiqué, mais juste un peu. Moi, je ferai attention qu'il n'y ait pas un élargissement de ce picotement, parce que la situation française... Aujourd'hui, les investisseurs aiment encore beaucoup la France. On a encore une note souveraine honorable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, il ne faut quand même pas trop jouer. Mais les choix à faire sont cornéliens. Toutes choses égales par ailleurs, Vincent, on va avoir l'an prochain un pic de restrictions monétaires en zone euro qu'on n'a jamais connu. Sur le bilan, ça va continuer, etc. On va avoir théoriquement un retour d'un cadre budgétaire qu'on a abandonné depuis 3 ans maintenant, et des dépenses budgétaires incompressibles ou quasi incompressibles liées à ce qu'a dit Hervé, les transitions démographiques, énergétiques, et la transition vers un monde peut-être plus sécuritaire, plus incertain. Qu'est-ce qu'il doit lâcher? Enfin, je veux dire, on voit bien la quadrature impossible. La situation est très difficile. Alors, vous parlez d'un nouveau cadre de pacte de stabilité budgétaire. En l'occurrence, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Français et Allemands, en l'occurrence, ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur ce sujet et bien d'autres, malheureusement, notamment la Chine, notamment l'énergie, le nucléaire. Donc, malheureusement, le couple franco-allemand bat sérieusement de l'aile. Et effectivement, cette question des dettes publiques est un maillon faible, je dirais, toujours un talon d'Achille, parce que on n'a pas terminé l'union bancaire, on a guère progressé, même si on a vu les actions pendant Covid sur l'union fiscale. Et donc, le problème originel demeure. En l'occurrence, si les marchés de dette, pour l'instant, ont très bien résisté à cette poussée assez forte des taux réels, on voit que les tensions apparaissent sur la dette souveraine. Le spread BTP, par exemple, contre Allemagne, le spread donc l'Italie est maintenant au-dessus de l'Italie, au-dessus de 200 points de base. Donc là, on voit des tensions qui reflètent effectivement les inquiétudes budgétaires, puisque les annonces budgétaires, aussi bien en France, en Italie qu'en France, n'ont guère rassuré le marché. Mais ça soulève des questions de soutenabilité de la dette, puisque dans la soutenabilité de la dette, on a vraiment 2 composantes importantes. C'est le solde primaire, donc le budget avant la charge d'intérêt. Et deuxièmement, la croissance, le taux réel par rapport à la croissance réelle. Et là, le taux réel est en train de monter très fortement et de converger vers la croissance réelle, ce qui vraiment est pénalisant pour la soutenabilité de la dette. Et donc, c'est un maillon faible et on voit des tensions à ce niveau-là. Le marché du crédit corporate a beaucoup mieux tenu.
C'est vrai que si on regarde globalement l'endettement, ce sont surtout les États qui se sont beaucoup endettés depuis 15 ans, depuis la grande crise financière, donc avec 2 épisodes, la crise financière et Covid. Sur la dette des entreprises, c'est beaucoup plus plat. Et des ménages également d'ailleurs. Donc il y a moins de stress à ce niveau-là. Il n'empêche que la question du roulement de la dette se pose également, notamment pour le high yield. Il me semble que le marché ici est assez complaisant. Oui, les spreads sont encore trop serrés, quoi. Trop serrés. Ouais. Bah, si vous voulez commenter, bien sûr, Nuno, sur les aspects de marché liés à la dette, au crédit, puis je veux bien qu'on dise un mot de la Chine aussi, entre une Golden Week un peu décevante et puis un effort de soutien de 137 milliards de dollars. Bon. Oui, c'est vrai que là, on reparle un peu moins de la Chine, mais on a quand même eu un petit défaut de paiement de Country Garden qui a vu ses ventes s'effondrer, je crois, de 88% sur un an glissant. Possible, j'ai pas le chiffre. Depuis le début de l'année, c'est du moins 44%, donc c'est quand même des chocs impressionnants. Et c'est vrai que la Chine avait déversé des tombereaux de liquidités en fait après la grande crise financière pour, je dirais, soutenir son économie. Elle semble pas prête à relancer un round de spéculation et de déverser autant de liquidités. Oui, c'est ça, 137 milliards. Si c'était confirmé, c'est l'info de Bloomberg aujourd'hui, c'est pas un plan de relance à la chinoise. Non, pas du tout. Non. Et il ne nous semble pas que ça soit de nature à restaurer la confiance des ménages qui est effectivement assez plombée. Et on voit même que les dépenses de voyage, etc., sont en train de fléchir maintenant. Donc on est dans un climat qui reste quand même assez difficile en Chine. Je ne vois pas disons, d'opportunité immédiate d'aller se lancer sur le marché chinois. Il faut quand même rappeler qu'il y a des similitudes avec le Japon. Et que le Japon, avec d'autres situations, mais a mis 30 ans finalement à purger. On est beaucoup plus positif aujourd'hui sur le Japon, qui finalement arrive à avoir peu d'inflation, maintenir une politique monétaire finalement très accommodante. Les valorisations ont remonté un petit peu, mais restent encore raisonnables. Donc plutôt que la Chine, on préfère les actions japonaises. Oui, puis sur le Japon, en plus, on sait que le yen ne peut pas aller au-delà de 150. Il y a un peu de ça, non? Oui. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. A priori, oui, tout à fait. Hervé, sur quoi? Sur la Chine? Sur la Chine. Non. Moi, je pense qu'il faut. On parlera marché. Faut pas se bercer d'illusions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la cible de 5% de croissance chinoise n'est plus retenue par les prévisionnistes. Le FMI aujourd'hui, c'est 4,2 en 2024. Pour 2024, c'est ça. Donc en fait, et tout le monde va dans le même sens. Alors on peut dire d'ailleurs que tous les prévisionnistes ont un peu tardé à revoir à la baisse. Donc, il y a eu d'annonces de. Ils sont quand même à 5. Je regardais le FMI pour cette année sur la Chine, ils sont à 5. Mais ils étaient à 5,2 en juillet, donc ils ont plutôt baissé. Mais en fait, après, voilà, il y a des questions de moyenne annuelle avec des problèmes d'acquis. Le 5% était finalement assez facile à atteindre cette année. Non, le point, donc, il y a des annonces de cette nature. Il ne faut pas que l'on désespère les Chinois. Mais en fait, la réalité, c'est que la réalité conjoncturelle, l'immobilier est toujours en carafe, la confiance des ménages est toujours mauvaise, l'investissement des entreprises privées aujourd'hui est contraint par un environnement qui ne paraît pas très en faveur des entreprises. Donc le conjoncturel ne porte pas la croissance. Et puis, sur les éléments plus structurels, la démographie, la productivité, ce niveau incroyable d'épargne. L'épargne macroéconomique de tous les agents, c'est plus de 40 points de produit intérieur en Chine, là où c'est une vingtaine dans nos pays, avec l'Allemagne qui en fait trop, qui est à 30, mais la Chine, c'est bien pire que ça. Et en fait, le cercle vicieux de l'endettement, il se trouve là. Il y a plein d'épargne. Il faut bien qu'on l'investisse. Alors à l'extérieur, à l'intérieur, pour beaucoup à l'intérieur aujourd'hui, parce que l'environnement international ne permet pas des sorties de capitaux importantes, si tant est qu'il y en ait vraiment eu, parce qu'on a toujours contrôlé ça. Mais donc, on fait des investissements dans l'immobilier, mais on ne peut plus. Donc, on fait des investissements dans les administrations, par le passé beaucoup local. Et tout ça, c'est
de la dette. Donc en fait, structurellement, il y a un modèle qui ne va pas. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de consommation. La consommation en Chine, c'est 40 points du produit intérieur, là où chez les Américains, qui sont des maniaques de la consommation, c'est plus de 60. Et donc, il faudrait revoir des grands équilibres économiques du pays, ce qui passerait sans doute par mettre en place une protection sociale beaucoup plus complète que ce qu'on a connu. Et en fait, le président Xi, semble-t-il, se refuse à cela. Donc, on peut prendre le problème comme on veut, par l'événementiel, par le structurel. Moi, j'ai l'impression qu'espérer plus de croissance, c'est pas très réaliste. Et faire plus de dettes dans l'espoir de plus de croissance, je crois que ça, c'est un truc qu'ils ont compris. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont un peu coincés. Ils ont des espoirs, mais en fait, ils ne se donnent pas les moyens d'atteindre ces espoirs. C'est la grande différence entre la Chine du président Xi et la Chine que l'on avait auparavant. Ouais. Sur la partie marché, Vincent, pourquoi les actions européennes sont aussi décotées toujours par rapport aux actions américaines? C'est-à-dire on mesure l'écart de valorisation entre un indice d'actions en Europe large et un indice d'actions aux États-Unis. Je me souviens que l'an dernier, au moment du point bas du marché, en prix, fin septembre, pour les actions européennes, on avait déjà enfoncé des niveaux de décote, d'écart de valorisation très très importants. Un an après, alors certes, les indices en prix ont rebondi, mais en écart de valorisation, l'écart s'est encore élargi entre l'Europe et les États-Unis. Beaucoup d'explications, notamment une différence sectorielle, donc des poids sectoriels très, très différents qui pénalisent l'Europe, beaucoup moins de tech par exemple en Europe, mais également un écart de croissance très important qu'on peut résumer avec la saison des résultats qui vient, puisque le consensus pour les résultats du troisième trimestre, c'est autour de moins 15% en glissement annuel pour la zone euro, et c'est légèrement positif aux États-Unis. Donc on a des entreprises américaines qui résistent mieux, notamment parce que leur économie est plus solide. Un écart de croissance qui est structurel. Je rappelle que depuis 1995, le PIB réel américain a augmenté de 90%, le PIB européen a augmenté de 50%. C'est un écart considérable qui traduit un problème de productivité, un problème d'innovation en Europe, et ça se retrouve également dans les valorisations boursières. Puis évidemment, la guerre en Ukraine également a beaucoup pénalisé l'Europe, notamment la hausse relative des prix de l'énergie en Europe par rapport aux États-Unis. Donc tout ça pèse sur les marchés européens qui apparaissent comme étant très bons marchés par rapport aux États-Unis, mais est-ce qu'il faut se ruer vers cette opportunité? Je n'en suis pas sûr. Dans un contexte économique qui reste vraiment difficile en Europe, on a une économie européenne qui est à peu près stable en céphalogramme plat depuis environ un an. On pense que ça va rester comme ça dans les trimestres qui viennent. Donc on a assez peu d'espoir. Plus généralement, sur les marchés d'actions, on pourrait quand même voir là une respiration. On a quand même eu une fin d'été très difficile. Je rappelle que le MSCI zone euro équipondéré, donc si on donne le même poids à chaque valeur, est à peu près à 0% depuis le début de l'année, voire même légèrement négatif. Pareil aux États-Unis. Oui, c'est ça. Pour le S&P équipondéré, il est à 0. Un peu plus. Encore un peu positif. Bon. Mais sur l'Europe, on était encore à plus 13% fin juillet. On a quand même beaucoup corrigé déjà. Incroyable. La saison des résultats, en général, est un peu plus favorable pour les marchés d'actions. Saison des résultats qui commence. Le mois de novembre également, si on regarde, les variations saisonnières est plus favorable. Donc, on pourra avoir une respiration. Il n'empêche que les risques économiques, les risques géopolitiques, le niveau des taux réels et le risque d'accident que ça implique fait que nous restons plutôt défensifs sur les marchés d'actions, même si à court terme, effectivement, on peut avoir cette respiration dans les semaines qui viennent. Bon, entre un marché action aux États-Unis où, je sais pas, la prime de risque des actions doit être à 0 aujourd'hui. Non, mais si, c'est ça, Nuno. Et un marché décoté comme l'Europe. Qu'est-ce qu'on a envie de regarder? C'est vrai qu'aux États-Unis, on est à des niveaux assez extrêmes entre valorisation, notamment si on prend le Nasdaq rapporté au taux. Ah bah oui. Il n'y a plus d'espérance de gain, de rendement. Donc, ça, c'est quand même un peu inquiétant. Ouais. Alors après, c'est des boîtes qui ont souvent beaucoup de cash.
Donc, elles ne sont pas tellement vulnérables au niveau des taux, en réalité. Je prends les happy few, évidemment. Et même elles en profitent. Et non, mais elles en c'est ce qu'il faut profitent. dire. Tout à fait. Alors que ce n'est pas tout à fait la même chose en Europe, où on voit, par exemple, des secteurs qui semblaient prometteurs, toutes les énergies renouvelables, par exemple, qui se font massacrer en bourse parce que beaucoup d'entre elles soit ne tiennent pas tout à fait leurs promesses, soit ont finalement un endettement qui pèse aussi et par lequel elles sont pénalisées. Donc on garde aussi une position pour l'instant un peu défensive, pas de manière exagérée. On est quand même un peu dans le marché, mais on est sous-pondéré sur nos allocations. Ouais. Et c'est vrai que entre la survalorisation des US et la sous-valorisation de l'Europe, on aimerait pouvoir être plus positif sur l'Europe, mais on préfère être neutre sur les États-Unis et sous-pondéré sur les actions européennes. Et le Japon est donc la troisième voie, c'est ça ? Voilà, c'est le petit joker. On n'en a pas non plus énormément, mais c'est vrai que ça a marché, qui a été en positif sur le mois de septembre, en euros. En euros, donc les choses se stabilisent un petit peu sur la devise, et c'est vrai que ça nous semble un petit peu plus sûr pour aborder une fin d'année où je pense qu'il y a quand même cette incertitude malgré tout. C'est pas notre scénario dominant, mais sur une dernière hausse des taux de la BCE qui pourrait faire un petit peu mal quand même. Ouais. C'est une alternative, c'est un scénario alternatif. Disons que c'est peut-être la dernière fenêtre d'opportunité pour la. S'il n'y a pas d'effondrement économique de la zone euro d'ici la fin de l'année, tout à fait. La possibilité d'une hausse de taux. Tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pas tellement le niveau, on va dire, ultime des taux directeurs qui compte, c'est plutôt la durée pendant laquelle ce plateau va être maintenu, et on peut imaginer qu'il le soit quand même au moins pendant une bonne partie de l'année 2024. Et le cash, en tant que classe d'actifs, là, voilà. Non, mais quelle proportion ça peut prendre aujourd'hui ? Disons que quand vous êtes sur la partie longue de la courbe, vous anticipez implicitement que vous allez avoir une détente des taux longs, parce que en termes de rendement courant, vous êtes pénalisé sur du 5 ans, vous êtes quand même sensiblement en dessous des niveaux des taux à 6 mois, 1 an, etc. Donc, c'est pas évident qu'on soit gagnant sur les 6 à 9 prochains mois. En Europe en particulier, où certes les taux réels se sont un petit peu corrigés, mais pas normalisés au point d'offrir de la valeur. Bien sûr. Comment on bat le cash il reste 3 mois là, pour finir 2023. Essayer de faire le cash et de battre le cash, Hervé. Moi, je pense que ça va être compliqué tout de même, parce que, en fait, si on fait un pas en arrière, l'histoire que se raconte le marché est quand même une histoire qui est un peu hypothétique. On croit d'abord à l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, l'économie européenne. Les événements de ce type sont plutôt rares. Et dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, avec des points d'interrogation partout, c'est un peu rare. Sur l'inflation, est-ce qu'on est en train de ralentir ? Vraisemblablement, plus aux États-Unis qu'en Europe. Mais jusqu'où va-t-on ralentir ? On n'en a aucune idée. Tout le monde semble dire qu'on va finir par rentrer dans le rang, rejoindre les 2%. Mais ça, avec tous les changements du monde dont on s'aperçoit, c'est assez hypothétique, une fois encore. Et puis, si on a une inflation qui est rétive à revenir sur les 2%, quel est le nouveau comportement des banques centrales demain ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions, et à chaque fois, le marché coche la case « sympa, sympa, sympa ». Si c'est pas aussi sympa, alors que déjà, on se dit on va être prudent, ou on doit être prudent. Moi, j'ai l'impression que si, depuis le début de l'année, on a réussi à manœuvrer intelligemment du côté action et du côté taux, alors en ayant plutôt pris du crédit que des titres d'État, qu'on essaie de consolider tout ça et de considérer que le cash, c'est pas si mal. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sage, parce que l'environnement est plus compliqué que l'idée qu'on s'en fait vue sur le marché. Un dernier comparatif que je vous donne, je vous fais réagir à ça, Vincent, c'est qu'il faut avoir en tête que sur la période 2020-2023, le krach obligataire, un investisseur a perdu
autant d'argent peut-être en détenant une obligation du Trésor américain à 10 ou 30 ans pendant cette période que ce qu'il a pu perdre à l'éclatement de la bulle Internet, en détenant des actions à l'époque ou au moment de la grande crise financière et de Lehman Brothers. Non mais enfin... Oui, donc on a des chiffres assez hallucinants, surtout si on parle de papier très long terme, 50 ou 100 ans. Donc là, on a effectivement des décotes en prix qui sont tout à fait extrêmes. Mais je dirais que sur un portefeuille obligataire plus équilibré, déjà, c'est énorme, puisque l'indice des treasuries américains, par exemple, a perdu environ 17% par rapport à ses points hauts d'il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai que c'est un type de perte, de recul sur l'obligataire. C'était inimaginable. Inimaginable, effectivement, que les investisseurs qui sont là, comme moi, depuis un certain temps, n'avaient jamais vu. Ça fait réfléchir à la composition du fameux 60-40 quand même, quand on a vécu ça une fois dans sa vie. Est-ce qu'on repart avec l'idée qu'on peut équilibrer les portefeuilles de la même manière ou est-ce que c'est très différent? Ça peut être une opportunité d'achat également, c'est taux long et je pense que c'en est une. Mais avec beaucoup d'humilité, puisqu'effectivement, on voit des termes, des primes de risque, primes de terme qui se reconstituent, et ça peut refléter cet excès d'émissions, notamment du Trésor américain, puisque Biden a mené une politique très expansive, et un manque d'acheteurs. Donc jusqu'où, voilà, ces primes de terme ont beaucoup remonté, mais elles ne sont pas du tout extrêmes d'un point de vue historique. Donc on ne peut pas dire que c'est sans risque aujourd'hui d'investir sur l'obligataire. Je pense quand même que l'obligataire va battre le cash, que c'est une opportunité, avec quand même des facteurs de risque techniques, comme je l'ai dit, notamment l'offre, mais également les prix de l'énergie. Je crois qu'investir un peu sur l'énergie, sur les actions par exemple, c'est probablement une bonne couverture, parce que c'est un risque majeur, je pense, pour l'ensemble des marchés obligataires et actions. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Chéniaud, General Investments, Nuno Teixeira, Natixis IM et Hervé Goulet-Quer, Accuracy.